Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est le béret de rap politique et aujourd'hui on se retrouve à la place hip-hop à Paris. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une occasion très particulière. On a une interview avec Daniel. Venez avec moi, c'est parti. Je me pose des questions quand je rentre à la maison. Et la maison c'est où? Daniel, comment ça va? Ça va, tu vas bien? Je vais bien, merci. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Là, on te reçoit à la place. Ouais. Un endroit que tu nous as dit en off que tu connaissais plutôt bien d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire ici? J'étais dans ces mêmes studios à faire des prods avec mes potes. C'était les studios, je pense, les moins chers de Paris. En vrai, en termes de budget. Je sais pas si ça a monté les prix. Respect à la place, j'ai pas envie de divulguer. Mais nous, c'était genre 10 balles par heure, un truc comme ça à l'époque. Ok. Même 7 balles par heure, je crois, en heure creuse. Du coup, on venait là, on venait à 4-5, on se partageait l'heure et on restait des heures à proder. Et même des salles de répète où j'ai répété. Enfin, je l'ai poncé le lieu. T'as fait tes lives ici même? Ouais, mais mes premiers lives, tu vois, mes tout premiers lives. Ok. Ouais. Ok, donc, charmé. donc on connaît le lieu est archi cool. Et les gens sont archi cool. Je vais poser une première question qui va certainement te surprendre un petit peu. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu, Daniel? La dernière fois qu'on s'est vu, C'est une question pièce parce que je sais que c'est non. moi, la dernière fois c'est sur internet en tout cas. Ton dernier article sur internet, mais la dernière fois que je t'ai vu, non. Alors là, ça va être le moment anecdote. Je parlais du hangar tout à l'heure, Ouais. parce que du coup, je t'avais vu en concert là-bas, mais j'étais également cadreur pour une interview et c'était pour Cercle Vertueux. Ah ouais? Ouais. Putain, je me suis dit, ta tête, elle me dit un truc. Je t'ai connu de quelque part, mais attends. J'avais un béret comme moi actuellement, comme là actuellement, pardon. Ah, et t'étais avec ton pote, t'étais sur le canapé? J'étais sur le canapé et j'avais mal au bras à force, Ouais. mais vraiment. C'est chaud de fou en plus dans le studio. Ah ouais, et tu sais que je me rappelle même, t'étais allé voir tes fans, etc. Ouais, pendant... vous avez attendu archi tard en plus. Dis-toi, il y avait un autre média avec nous, c'est parti en session freestyle, mon Ah gars. ouais. Avec le PC, on a mis des prods, on s'est mis à rapper, Mais non, c'était grave drôle. Heureusement qu'on s'était arrêté légèrement avant que vous arriviez, parce que sinon on était encore en train de... Freestyle aussi. Ah, ça aurait été une belle entrée pour les interviews. Non, Je me franchement... souviens, mais l'interview était grave cool. C'est vous d'ailleurs qui m'avez fait découvrir Najm. Ouais, c'était Hicham. Alors, du coup, c'est la personne qui t'a Ouais. interviewé ce jour-là. Je me suis grave connecté avec lui et je crois que je le vois genre des soirs ce soir peut-être. Mais arrête. Ouais. Et bah écoute, Hicham, l'équipe Cercle Vertueux, maintenant vous savez qu'il y a un bon plug avec Nejm et Daniel. Bah tant qu'on est sur les découvertes, de base j'aurais aimé te faire écouter un son, mais bon là, flemme. Est-ce que tu connais Ino Casablanca? Je parlais avec lui tout à l'heure là, juste avant de ça sur le studio. Ok. Et genre, je lui disais attends, il faut que je me pose pour écouter bien ton projet, pour faire un retour et tout. Il m'a dit vas-y, j'attends ton retour et tout. Ok. C'est le dernier, là vraiment aujourd'hui. Faut que je me pose. J'avais une liste de projets à écouter dans les transports tout à l'heure. Ouais. Et j'ai commencé par curiosité, je voulais lancer le Femme Togo petite sœur là. Alors franchement, je l'ai écouté tout à l'heure, il est macabre. La plupart des claques un peu musicales que je me prends, c'est des claques vraiment axées sur la musique, moins sur les propos. Eux, ils m'ont choqué sur ce qu'ils ont dit. J'ai trouvé, ils ont défendu des trucs de fou, mais d'une façon que j'ai jamais vue. Enfin, franchement, j'étais trop impressionné. Ouais, et même musicalement, je trouve que c'était assez riche qu'ils ont Ouais. proposé. Néforon, j'ai peur de Néofront, merci, désolé à toi. Et Esso aussi, bravo pour le projet. Il y avait une track, je crois que c'est la 10e, qui a un morceau plus rock, tu vois. Ouais. Je l'avais kiffé de ouf. Ouais. Et même l'outro, le môme. C'est ma dernière claque artistique que je me suis pris, c'est ça. Ils sont trop forts. Maintenant, on va parler un peu plus de toi et de ta musique. Et je vais directement rentrer dans le vif du sujet et de parler double nationalité. Chez certains de nos confrères, tu disais que justement, c'est quelque chose dont tu parlais pas forcément au sein de ton cercle privé, que tu le disais surtout sur un point de vue musical. Pourquoi justement tu préfères le dire dans ta musique plutôt que dans ta vie privée? Qu'est-ce qui fait que tu as plus de mal, plus de tabou à en parler? J'ai l'impression que déjà, dans mon cercle d'amis, c'est quelque chose qui est tellement logique et naturel que c'est même pas un débat en vrai. C'est pas quelque chose dont on parle parce que en fait, on est presque tous multiculturels dans mon équipe, tu vois. Il y a des franco-guinéens, et des franco-algériens, franco-marocains, même des Français en vrai, qui ont grandi avec plein de gens de toutes les Français, je veux dire, Oui, franco-français, t'as capté, franco-gaulois, comme on les appelle. et du coup, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup parce que c'est quelque chose c'est comme si on parlera pas de la Tour Eiffel à Paris, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, donc on trouve logique, tu vois. Et après, ça fait aussi... C'est pas quelque chose dont on parle dans le deep. Avec mes amis, on parle pas beaucoup souvent des choses deep et douloureuses. Je sais pas, c'est une façon peut-être de se protéger, mais on évite en général ces sujets-là. Donc en vrai, c'est souvent quand je me retrouve face à moi-même et face à ma propre construction que je peux en parler. Donc c'est plus dans la musique. Pourquoi c'est plus facile pour toi de le dire dans la musique? J'ai l'impression que la musique, c'est chez moi un peu. Tu vois, c'est ce que je maîtrise depuis que je suis petit. C'est
c'est un cadre d'activité qui fait partie de moi depuis que je me souviens de quelque chose, quoi. Ouais. J'ai toujours fait de la musique toute ma vie et c'est ce que je maîtrise le plus sur Terre. Je me sens à l'aise d'en parler là-bas parce que je suis dans une zone de confort. Je pourrais pas en parler autrement, genre, c'est pour ça que je me sens pas à l'aise. Tu vois, des fois, il y a des mecs qui me parlent de cinéma, il y en a qui me parlent d'autres domaines que la musique, mais je me sentirais pas légitime d'y aller. Genre, je suis trop à l'aise dans la musique. T'as pas envie, t'as pas ce sentiment encore d'aller te challenger dans d'autres arts en tout cas? Pas encore, parce que j'ai encore trop de trucs à faire dans la musique, à mon sens. J'ai trop envie d'en faire encore. Et je sais pas, je pense que c'est aussi un truc de. Si un jour je le fais, il faudra que je me brusque et que je saute d'une falaise. Parce que là, je suis vraiment dans mon petit cocon à moi, la musique. Et toute ma vie, c'est la musique. Donc, pour moi, c'est plus simple de parler dans la musique. Et bah justement, c'est un très bon enchaînement par rapport à ce que je vais dire juste après. Dans nos cultures, je pense que tu le sais aussi bien que moi, justement, dire à nos familles, à nos proches qu'on veut vivre de la musique ou qu'on souhaite et qu'on aspire à en vivre, c'est assez compliqué. Comment t'as réussi justement à passer outre ces normes et ces valeurs qu'il peut y avoir au sein de nos cultures et te dire vas-y je me la jette dans le grand bain et aujourd'hui j'imagine que tes proches ils doivent être très très heureux pour toi de vivre de la musique? Bah franchement c'était un parcours assez sinueux, je vais pas te mentir. Tu vois, mes parents ils viennent d'Algérie, ils viennent en France. Au final j'ai fait des études de pharma, ça veut dire que j'ai fait les grands... Ouais, de pharmacie, ouais. Ah ok. Tu penses à quoi? Non, c'est juste j'ai très mal entendu. Ah ok d'accord. Mais non, j'ai fait des études de pharmacie, donc j'ai fait les études que mon père projetait sur moi. Ouais. Je suis allé jusqu'en 5e année et j'ai arrêté à la 5e année, tu vois. Donc j'ai drop la school avant le diplôme pour faire de la musique justement. Donc déjà le fait de faire de la musique c'est pas quelque chose qu'ils entendaient et qu'ils comprenaient, plus le fait de lâcher mes études avant le diplôme, ça avait un truc qui avait aucun sens. Donc ça a été compliqué. J'ai dit attendez, laissez-moi quelques temps et vous verrez. Donc bon, ils m'ont pas voulu me laisser quelques temps, donc j'ai dû faire mes trucs de mon côté. Et après, aujourd'hui, c'est les plus heureux et les plus fiers de moi, tu vois. Mais d'un autre côté, tu vois, moi j'ai ce recul-là de me dire que je les comprends, le fait qu'ils m'aient pas vraiment laissé. Ouais. Chez nous, la musique, c'est pas considéré comme un métier. Carrément, même moi, je considérais pas ça comme un métier, alors que j'en ai fait toute ma vie. Et en vrai, c'est de la peur. C'est des parents qui sont là, qui ont sacrifié beaucoup de choses pour être là. Donc voir leur fils, ils peuvent se dire c'est une lubie, ils peuvent se dire c'est un caprice, il est en train de s'asseoir sur des études. Ouais. Donc je les comprends. Moi je leur veux pas du tout et j'ai pas de... Ouais, y a pas de rancœur. Aucune rancœur, non. Ouais. Enfin, c'est hyper intéressant parce que je me retrouve beaucoup dans ton parcours justement. Moi je suis encore en études comme on se l'est dit en off, mais de base je devais faire de la gestion, des trucs en lien avec la finance parce que justement je voulais faire comme mon frère qui lui allait au bout de la démarche pour faire plaisir à mes parents et pour éviter de leur faire peur. Bon aujourd'hui ça lui réussit, tant mieux. Le rap m'a clairement eu et certes je continue les études, mais je sais qu'aujourd'hui je suis à Paris, je suis dans une école, etc. C'est plus un prétexte pour justement bosser en lien avec la musique, etc. et pour développer le média rap politique, tu vois. Ils vont comprendre après, tu verras, tu les ramèneras à je sais pas, un grand événement, un truc comme ça. Moi ça a été la Cigale, tu vois, la Cigale, ça a mis tout le monde d'accord dans ma famille. Moi je vais pas te mentir, avec rap politique, c'est compliqué les médias pour générer du cash. Mais moi c'est même pas en termes de cash, c'est pas un showcase en boîte à Salou, tu vois, j'ai pris un cachet d'artiste, tu vois, je suis intermittent donc normal. Symboliquement ça prouvait qu'on s'est rendu compte du travail accompli, du chemin pour arriver ici. C'était un truc plus symbolique. Je vois, en plus je crois que tu as grandi en banlieue parisienne dans le 9-4 si je dis pas de bêtises. Ouais, en plus la Cigale et l'Olympia par exemple, deux salles que tu as faites est remplie, faut le préciser. Cet homme a rempli la Cigale et l'Olympia. C'est des salles qui ont quand même une renommée qui va au-delà des amateurs de la musique. Où là, par exemple, des salles comme la Boule Noire ou la Maroquinerie sont connues, certes. Là, on se dit, ah ouais, ça devient chaud, ça devient quelque chose. C'est vraiment ces deux salles-là. À partir de là, Cigale, Olympia, les lettres rouges, ma mère, elle était en pétard. C'était ton plus beau concert, l'Olympia? Mon plus beau concert, c'était ma Cigale, parce que c'était, justement, c'est ce que je te disais, c'était le moment où c'était au-delà d'un concert. C'était, je pense, même un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'est le moment où j'ai réussi à faire le switch une bonne fois pour toutes vers ma passion, tu vois. Il y avait toute ma famille qui était là, il y avait ma grand-mère qui était là. Il y a eu un truc, j'ai pleuré avec chaque membre de ma famille, chacun pour des raisons particulières, tu vois. Mabrouk. J'ai même pleuré sur scène, alors que je pleure jamais, moi. C'était un moment qui était hors du temps, même pas que pour le concert. Donc je pense que ça restera mon concert. Mais mon meilleur concert, c'était ma deuxième Cigale, c'est celui que j'ai fait il y a une semaine. Ok. Mon meilleur concert. Ah, celui que j'ai loupé, ouais. Même pour des Donc t'inquiète pas, il y en aura beaucoup, t'inquiète pas. J'aimerais aussi revenir sur certains de tes titres. Un qui s'appelle Beïda mon amour, tu parles de tout l'amour que tu portes pour l'Algérie, etc. Et moi, il y a la fin du morceau que j'ai beaucoup aimé. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu ma famille pour une histoire de passeport. Comment t'as vécu cette période de la moitié d'une décennie, tu vois, à ne pas pouvoir voir ta famille? C'était dur, hein. Franchement, c'était la période Covid. Plus, tu vois, je suis binational et
en Algérie, il faut à un moment choisir ton service militaire, soit le service militaire en France, donc la GAPD un jour, soit 18 mois dans la les caserne. 60 jours dans le Sahara. Moi, t'imagines que j'ai beaucoup hésité, mais au final, j'ai choisi la GAPD. Du coup, justifié ça, il y avait tout un truc administratif à faire. Avec le Covid, toutes les commissions étaient en retard. Bref, c'était un bordel. Ouais, bah, et j'arrivais pas à récupérer du coup mon passeport algérien. Du coup, ça a fait 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai pas mis un pied là-bas. Et j'ai pas vu parce que j'ai toute une partie de ma famille qui est encore là-bas, que j'ai pas vu pendant 5 ans. Donc c'était dans un moment de blues, de nostalgie, où il y avait une image en trop encore qui m'était venue en marchant dans la rue. Je me suis dit, attends, je vais en faire un son. En vrai, j'ai tellement envie d'en parler. Mais je le raconte d'un point de vue d'un mec qui a passé ses étés et ses vacances là-bas. Tu vois. Moi, c'est très édulcoré ma vision du bled. Parce que moi, j'ai pas grandi là-bas. Donc forcément, c'est une vision d'un enfant qui a des souvenirs d'enfance là-bas. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, certains pourraient me reprocher que ça soit une réalité un petit peu biaisée, un peu trop joyeuse et tout, alors que pour certains c'est dur là-bas. Mais moi, c'est pas ma faute si mes souvenirs là-bas c'est que des bêtes de souvenirs. Ouais, bah là-dessus, je partage ton ressenti avec toi. Bah pareil, quasiment tous les étés, c'était direction la Tunisie, voir la famille à Sidi Bou Saïd. C'est où toi moi, c'est Sidi Bou et Hammamet. Je suis déjà là. Tu m'as dit ça, t'es d'où ça vient d'où? Tu me lâches ça vient d'où là? En pleine interview. Pas ta caméra. Non, ouais, ma famille elle vient de là-bas. Moi, à l'exception de mon père, ma mère et mon frère, j'ai tout le reste de ma famille qui est au bled, tu vois. Il y a une partie avec qui, on parle plus trop. Toujours les histoires, ça bougera jamais. Je pense que ça, du coup, je vais devoir cut, tu vois. Famille arabe, tout le monde se parle. Vraiment. C'est que les histoires. Quelle est la première chose que tu as faite lorsque tu es arrivé du coup en Algérie après ces 5 ans? Je suis arrivé à Oran déjà, je suis pas arrivé à Alger. Donc je suis arrivé dans une ville que je connaissais pas, où j'avais pas de famille. On a fait toute la côte avec mes potes. En fait, on a fait Oran, Alger, tout en voiture, et on s'arrêtait à Mostaganem entre temps. Enfin, on a fait toute la côte. Et du coup, on a commencé par Oran, parce que le trajet voulait qu'on commence par Oran. J'ai pas vu ma famille, en fait, j'ai juste découvert une ville d'abord. Et dès que je suis allé à Alger, direct, j'ai vu ma tante. Enfin, c'est le premier truc que j'ai fait. Direct, je suis parti voir ma famille. Ah, c'est émouvant. Franchement, direct. Et là, on y est retourné il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois, je crois. Et j'ai fait ma première date là-bas, ma première scène en Algérie, tu vois, mon premier concert en mon nom et tout. Et là, j'ai ramené ma tante, j'ai ramené toute ma famille et tout. Et du coup, ça m'a fait un peu une cigale bis, tu vois. Genre pour les gens de l'Algérie, voir qu'il y avait un concert, qu'il y avait des gens qui étaient là pour moi et tout. Il est comment le public algérien qui suit Daniel? Il est en pétard, c'était fou. On l'a annoncé une semaine avant, en 3 jours il y avait plus de place, alors que c'était le théâtre national d'Alger, tu vois, c'était... Et combien de places? C'était 900 places. Ah oui, quand même. C'était... C'est plus qu'une maroquinerie. C'est genre... mais en fait, surtout que moi j'avais un petit peu ce truc, ce syndrome de l'imposteur du SMIC, tu vois, en mode, est-ce que je suis... On va revenir. Tu vois, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens même ils vont m'écouter ici? Est-ce qu'ils vont tu vois, est-ce qu'il y aura des gens pour moi? Enfin, je savais pas du tout, c'était un peu l'inconnu et tout. Et le fait de voir autant d'Algériens qui connaissaient mes paroles et tout, même certains ils parlaient pas français mais ils connaissaient les paroles, tu vois. Et ça m'a trop touché. Et c'est la date qui une des dates qui m'a le plus marqué de la tournée, tu vois. Même parler avec les gens après, je t'ai dit même il y avait un mec il m'a pris son bracelet, il l'a enlevé, il me l'a passé. C'est celui-ci? C'est celui-là, ouais, je l'ai jamais enlevé depuis, tu vois. Waouh. Ça m'a marqué. Genre en fait, il avait son bracelet à lui, il me l'a passé, c'était sa gourmette et tout. J'ai dit mais attends, mais t'es un fou. Je l'ai pris, je l'ai jamais enlevé. Je vais rebondir du coup sur ta musique. Aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne. Tu t'inspires beaucoup du rail et de toutes les musiques qui viennent du Maghreb de façon plus globale. Comment cette musique sont venues à toi et pourquoi tu as décidé d'en imprégner et de le mettre aussi dans tes propres créations? C'est une musique déjà que j'ai écoutée depuis toujours, mais j'ai pas écouté de la même façon avant et aujourd'hui en fait, parce que je l'écoutais de façon un peu passive quand j'étais petit. C'est la musique qui était dans ma voiture, c'est la musique que mon père il écoutait, mais quand j'étais petit, j'embrassais pas encore bien cette musique, tu vois. Mon père même voulait me faire écouter des sons, j'étais en mode vas-y non, ça m'intéresse pas, je veux pas écouter ça. Mais on s'est même embrouillé, j'ai des souvenirs de mon père qui m'envoie parce que je dis ouais, c'est de la musique d'arabe et tout. Il m'a dit mais t'es quoi toi? Lorsqu'on est en France, tu vois, en tant que maghrébin, on peut avoir un peu ce syndrome de l'imposteur ou avoir un truc où on rejette un peu cette culture arabe, tu vois. Pour une raison que je ne saurais pas expliquer, tu vois, peut-être la pression scolaire. Moi je pense que c'est ça, c'est en fait quand t'es petit, tout ce qui est différent, c'est quelque chose que tu veux gommer, tu veux être comme tout le monde, tu veux être le mec, enfin c'est comme on écoute du rap dans la cour, donc tout le monde va écouter du rap. On s'habille comme ça, donc tout le monde va s'habiller comme ça. Celui qui s'habille pas comme ça, il va être montré du doigt. Et quand t'as pas les épaules, quand t'es un petit, t'as pas forcément les épaules de te dresser contre la masse. Donc tu préfères rentrer dans le rang. Donc moi c'est ce que j'ai fait, tu vois. À l'école personne n'écoutait du rail. Donc quand moi je viens, je leur dis mon père il m'a fait écouter ça, regarde écoutez. Et tout le monde disait vas-y. Ça t'a dit nachaf quoi. Du coup je dis moi aussi je écoute pas ça en fait. Donc et je pense que quand t'es petit déjà t'as un truc de construction. Ça prend du temps. C'est un truc d'identité et quand t'as une double identité,
chercher, bah t'as une double construction à faire. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps. Et qu'est-ce que tu dirais justement à un collégien, un lycéen ou peu importe un jeune franco-maghrébin qui justement cherche sa double identité aujourd'hui et que tu lui dirais de faire quoi, etc. Quel serait le bon conseil que tu lui donnerais justement pour sortir un petit peu de ce vice? Bah franchement, cette question elle est grave intéressante parce que c'est ce que je me suis posé comme question quand j'ai fait Brouillon. Et c'est pour ça que j'ai fait Brouillon. C'est que je me suis dit, en faisant Brouillon, bah du coup, d'un autre côté, je lui dis d'être fier de cette double culture. Mais c'est facile de dire ça. C'est facile de dire à quelqu'un, non mais juste, soit faire de quitter, c'est cool et tout. Mais dans Brouillon, je voulais aussi valider les trucs honteux qu'il a fait. Genre comme les trucs qu'on dit pas, les trucs, ah tu parles pas bien rebeu, des trucs comme ça, des trucs que beaucoup de gens peuvent ressentir mais vont avoir honte de le dire. Et moi, je trouvais ça cool de les énumérer dans Brouillon pour les valider. Et dire c'est bon, c'est ok, t'inquiète. C'est justement ça notre culture. C'est parce qu'on parle avec un accent, on sait ni l'un ni l'autre, en même temps on est les deux, tu vois. Donc donc vraiment Brouillon, c'était pile le but de Brouillon. C'est en mode on est Brouillon, mais c'est ok. Mais c'est nous. Et c'est calme, mais c'est nous. C'est nous. Ouais, ça a écouté tes morceaux. En parlant du coup de tes nouveaux morceaux, du coup La Voisine, pour rappeler un petit peu, c'est un morceau justement qui parle de l'incompréhension d'un enfant issu d'une famille musulmane qui ne comprend pas pourquoi elle ne s'entend pas avec la famille de la voisine juive. Et le message que tu as voulu porter, c'est justement rassembler les communautés religieuses entre elles. Malheureusement, le morceau, par une minorité de personnes, il a été mal reçu. On t'a même traité de sioniste et on a lâché des dingueries sur toi sur Internet. Comment justement toi t'as réagi en voyant ces réactions, etc. Est-ce que ça t'a affecté? Bah ouais, comme tu dis, c'est un morceau vraiment de base qui est un appel à l'entente et à la compréhension de l'autre, tu vois. Et dans ce son-là, c'est les deux familles des adultes, enfin les deux familles adultes qui s'entendent pas. C'est pas les musulmans qui aiment pas les juifs, ou c'est les juifs aussi qui aiment pas les musulmans dans cette histoire-là. Et c'est une histoire qui est fictive, du coup, c'est l'histoire d'un enfant. Et je me mets dans les yeux d'un enfant pour souligner l'absurdité de cette détestation, alors que dans les yeux d'un enfant, tu vois que des gens en fait qui se ressemblent. Parce que l'enfant est pur, tu vois. L'enfant, il ne naît pas xénophobe ni divisé, tu vois. Il naît comme ça, comme il est. Il voit juste une petite fille comme une autre qui lui ressemble tout particulièrement. Et tu vois, même quand j'ai fait La Voisine, de base, je voulais pas expliquer le sens de la chanson parce que je voulais que chacun est le voisin ou la voisine de quelqu'un. Tu vois, moi, mon ingé, quand il l'a écouté, lui, sa femme, elle est ukrainienne, il vit le conflit russe-ukrainien très proche. Et du coup, lui, ça l'a marqué parce qu'il l'a vécu pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, la voisine, c'est l'autre, en fait. Et on est tous l'autre de quelqu'un, on ressemble tous à quelqu'un qui est proche de nous géographiquement. Et du coup, moi, mon son, c'était vraiment dans ce sens-là. C'est l'appel à l'apaisement et à la paix, tu vois, entre les communautés. Et en plus, je l'ai fait avec mon ami qui est juif, tu vois. Donc, c'est... Ouais, je crois que tu l'avais dit en story, il me semble. Ouais, mais c'est parce que l'histoire, elle est réelle. Genre, vraiment, on l'a fait en une nuit. Genre, on s'est retrouvés en studio. Moi j'ai appelé mon père, lui il appelait son père. Dans quel sens il prie les juifs? Ok, mais la Mecque à Jérusalem, ah vas-y, bah depuis la France à aligné, donc il prie dans le même sens. Enfin, toutes les images elles sont faites en une nuit. Ça représente mon amitié avec mon pote en fait. Un mec que je connais depuis des années, avec qui j'ai fait tout mon album. Et on le salue ici d'ailleurs. Et un gros bisou à Ilan, ouais, on le salue totalement. Et du coup, bah le fait de voir que des gens réagissent, mélangent tout sur Twitter, bah au début forcément, tu vois, les premières réactions c'est que c'est un peu. Surtout moi je lis tout, tu vois, genre. C'est ce que je dois plus faire, tu vois, c'est ce que je dois me protéger et arrêter de faire. Mais à chaque fois que j'ai des sauces, je lis tout, j'arrive pas à m'empêcher. Comme sur les hommes, j'ai une sauce, j'ai tout lu. Sur Brouillon, j'ai une sauce, j'ai tout lu. Sur La Voisine, j'ai une sauce, j'ai tout lu. Ça. Juste pour rappel, pour peut-être les personnes qui ne le savent pas, sur les hommes, c'est un featuring que tu avais fait avec Zamdan. Il y a eu carrément des remarques à caractère homophobe à mort et on t'a même du coup traité d'homosexuel. Alors que c'est même pas une insulte, tu vois, mais genre c'est des gens qui ont tout mélangé, qui connaissent pas leur culture, tu vois, qui ont. Enfin vraiment, c'est le grand whipping. Et sur Twitter, c'est pareil, parce que personne m'a opposé du concret et des choses, des arguments que moi j'aurais pu entendre. Tu vois, moi je suis un mec qui aime bien débattre et qui est grave ouvert à la critique, tu vois. Mais c'est même pas des. Là j'ai vu beaucoup de messages en fait extrémistes, soit que ce soit antisémite, soit que ce soit islamophobe. En fait, dans les deux cas, j'ai vu des gens qui refusaient cette paix, qui refusaient cette entente. Et c'est pas des gens dont j'estime la vie. Donc et en plus, surtout qu'en privé, j'ai reçu énormément de soutien, énormément de gens qui se sont sentis reconnus dans le morceau et qui a contrebalancé le truc. Mais forcément, un message négatif, ça impacte plus que 10 messages positifs dans le cerveau. Donc tu vas plus t'attendre Au final, dans la balance, il y a beaucoup plus de gens qui m'ont validé ce morceau. Et je t'ai dit, c'est plein de gens, il y a des gens qui m'ont... D'un autre côté, j'ai du mal à leur en vouloir sur certains trucs parce qu'il y a plein de gens qui viennent avec des bonnes intentions, ils ont l'impression de défendre la Palestine en m'attaquant comme si moi je représentais un truc et du coup c'est un peu de l'ignorance souvent. C'est ça. Et moi, je trouve ça d'autant plus ridicule pour ce qui concerne du coup le Moyen-Orient, qui déjà n'a pas de rapport avec le morceau. Déjà de base. Déjà, et surtout, ta position dessus, elle a toujours été très claire. Free Palestine, et t'as dénoncé maintes et maintes fois, du coup, les génocides en cours. Et ce, bien avant que ça devienne
le phénomène médiatique que c'est aujourd'hui. Bien sûr. Et ça a toujours, même avant la musique, ça a toujours été un sujet qui m'a toujours passionné, dont j'ai toujours parlé, pour moi c'est une des crises les plus importantes du 21e siècle, donc c'est quelque chose... Mais même du siècle dernier. Hein. Ouais, c'est totalement, c'est un truc qui... Oui, ça date de 48, donc c'est quelque chose qui est central et dont on devrait même parler dans les cours d'histoire, tu vois. Moi je sais qu'à mon époque on en parlait, moi j'avais fait option histoire au bac, on en avait parlé que dans mon option, tu vois. On n'en avait pas parlé dans le tronc commun. Ouais, parce que j'imagine ça doit être sensible justement pour d'autres élèves, etc. Tu vois. Et t'imagines aujourd'hui un prof d'histoire devoir parler de ça auprès de ses élèves, compliqué de ouf. Mais d'un autre côté, c'est aussi en étant instruit et éclairé sur cette question qu'on peut avoir un avis qui vaut la peine d'être énoncé. Okay. En fait, les gens qui connaissent pas la situation, des fois l'avis il est un peu trop intense, un peu trop désaxé et pas pertinent. Tu vois par exemple Youssef Swat que je salue, avec qui j'ai fait ma thèse en Algérie, qui est actuellement en prison en Israël parce qu'il s'est fait arrêter illégalement sur une flottille. Bah lui, il a commenté La Voisine, il l'a soutenu. C'est-à-dire qu'un mec, il est à l'autre bout du monde, au milieu de la mer, sur un bateau, il sait pas s'il va vivre, s'il va rentrer vivant de son expédition. Lui, il soutient le truc, et c'est pas un mec avec une pépé manga qui est dans son canapé, qui est en train de se gratter les fesses, qui va me faire croire que je suis pas engagé. Tu vois. C'est un sujet qui est complexe, mais c'est pas parce qu'il est complexe que j'ai pas envie de l'aborder, tu vois. En vrai, quand j'ai vu des gens mal réagir, bah j'ai tout de suite eu envie d'en parler, tu vois. D'habitude, tu vois, sur les hommes, j'ai pas réagi, sur Brouillon, j'ai pas réagi. Si, en live, si t'avais réagi, il me semble. Hein. Ouais, en live, parce que on m'en a parlé, du coup, tu vois, ça me dérange pas d'en parler, mais j'ai pas pris de position sur les réseaux, j'ai pas fait un texte où j'en ai parlé, tu vois. Alors que sur La Voisine, j'ai fait un texte où j'ai parlé de cette histoire. Bah écoute, déjà, merci d'en avoir parlé. Plaisir, franchement, je te dis, j'ai pas de... En fait, moi, ce message, quand je l'ai sorti, cette chanson, je suis trop aligné avec le message de cette chanson. Et je suis très aligné avec ce que je pense. Et toutes mes prises de position, toutes mes prises de parole, je me travestis jamais dans ma musique, façon de parler, tu vois. C'est un truc que je suis sûr de ce que je veux dire. Et personne va me faire croire que j'ai pas voulu dire ça. Donc vu que moi que je suis aligné avec ça, si quelqu'un veut débattre avec moi, c'est quelqu'un... Genre toi t'es cordé avec toi-même dans tous les cas. Je suis cordé avec moi-même, c'est ça. Et ce morceau, c'est pas parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé sur Twitter que je vais arrêter le jeu sur scène et tout, je vais continuer à le chanter. Ça serait bien triste si t'avais changé d'opinion. Oui. Non, et je vais continuer à le porter et limite je vais le porter encore plus fort. Parce que ça prouve limite que cet appel à la paix, il est peut-être nécessaire aujourd'hui vu que les gens sont assez tendus. Bah je dirais même aujourd'hui plus que maintenant, tu vois. Au final, ouais. Et je t'ai dit, pour moi, j'ai dit, le jour où la sauce elle arrivait, j'étais un peu mal et tout, parce que je me suis dit, putain, les gens, ils ont peut-être pas compris ce que j'ai voulu dire et tout, on a voulu peut-être me porter un discours que j'ai pas et tout. Au final, ça veut dire que justement, il y a de quoi parler. Limite, la sauce, elle justifie la chanson. Et pour moi, Les Hommes, c'était ça aussi. La sauce sur Les Hommes, qui est justement un son sur la masculinité, bah, c'était une sauce de gens hyper masculins qui sont en mode c'est quoi ces arabes torse nu, tu vois. Bah ok, c'est-à-dire que le son... Genre vraiment... Il y a un problème avec les hommes. C'est ça, genre tu sais que vraiment, lorsque j'ai regardé les commentaires négatifs que t'as pu recevoir sur Les Hommes, à l'époque j'avais déjà fait un article dessus, mais je crois que tu l'avais pas vu peut-être. C'était l'article d'avant. Non, l'article d'avant c'était sur la double nationalité, tu vois. Il y avait justement, c'était sur Brouillon, mais c'était encore avant. Ah ouais, je l'ai pas vu, faut que je le regarde. Genre vraiment, il date d'il y a presque un an, tu vois, donc le média il était encore tout petit. Quand je regardais certains commentaires, je me disais, oh, je revois certains de mes oncles. On se sait, ouais, franchement. Et là, les 3 derniers sons que j'ai sortis, dès que j'ai sorti un son, ça a fait réagir sur les réseaux parce que justement j'ai eu peut-être un discours qui est peut-être un peu une prise de position qui est pas habituelle. Tu vois, genre quand je parle de Brouillon, je parle de plein de trucs honteux. Je suis pas juste en mode Tahed Jezel, parce que même si c'est ce que je pense, mais je veux aussi apporter une nuance. Et je pense que c'est important dans ma musique d'être sincère et d'être de pas enjoliver la chose. Tu vois, de base même les hommes, quand t'entends le son Les Hommes, c'est ah oui, nous les hommes on est fiers et tout. Enfin, c'est ça le message que j'aurais dû porter peut-être de façon au premier degré et tout. Et j'aime bien apporter une autre tu vois, une autre lecture à ce que je fais. Mais après, chacun le prend comme il veut. T'as ton prochain album qui va bientôt sortir. Du coup, 16 janvier. J'ai perdu Exactement, T'es très chaud. J'ai bien révisé. Et qui s'appelle Zmig, l'abréviation de Zmagli, qui a pas forcément une traduction très péjorative lorsqu'on le fait, tu vois, qui qualifie les personnes maghrébines étant nées en France. Voilà, c'est ça. Un peu de faux arabe, tu vois, si on le traduit vulgairement. Pourquoi t'as voulu appeler ton album comme ça ? Bah, déjà, de base, c'est une insulte. Tu vois, ceux qui ont déjà été traités de Zmig savent que c'est une insulte. Oui.
Et je trouvais, moi, la première fois que je l'ai entendu, j'étais au Bled, donc quelqu'un me l'avait dit. Et de base, moi, c'est ce que j'expliquais, je trouvais le nom stylé de base, tu vois. Je trouvais ça joli, tu vois. J'ai dit, putain, c'est ok, stylé, merci, toi aussi, t'es SMIC, tu vois. Tu vois. Et en fait, après, on m'a dit, non, mais là, il va t'insulter, mes cousins, ils m'ont dit, toi. Et c'est quand je l'ai compris que je me suis dit, ok, d'accord, donc en fait, là, ce qu'il vient de me dire, c'est que je suis un rebeu de France, en gros. Ouais. Et c'est ça l'insulte. T'es pas un rebeu d'Algérie, tu vois. Ouais, je suis un rebeu de France, tu vois. Mais après, je me dis, mais est-ce qu'il a tort? En vrai, moi, je suis un rebeu qui est né en France, donc je suis un rebeu de France, mais je suis un rebeu. Donc, au final, c'est ce que je suis, même si c'est une insulte. Bah, je trouve ça cool de te réapproprier le truc. De me réapproprier le truc okay. et de le transformer en truc positif. Et même au final, de se dire, on est tous zimiques de quelque part. Tu vois, même ça se trouve, tu vois, mon pote Dooms, qui est franco-guinéen, bah lui, c'est un zimique aussi, tu vois. Ouais. C'est un zimique d'autre part. Quand il retourne au bled, ça se trouve, on le voit pas comme un vrai Guinéen. Et même, carrément, je pousse le truc encore plus loin. Limite, un mec qui a grandi à Bordeaux, qui vient vivre à Paname, bah c'est un zimique aussi, tu vois. Il arrive là, il a pas les mêmes codes que les Parisiens. Je suis pas du tout de région parisienne. T'es en train de dire que c'est un zimique? Au carré, toi. Et tu vois, c'est le fait d'être un petit peu de partout et de voir ça comme une force de quand t'es dans un environnement, t'es pas forcément comme les autres dans cet environnement, mais c'est cool. Tu disais que ton père t'apprenait pas la langue pour mieux t'intégrer. كانوا شوية عربي ولا لا؟ حضر لي شوية je fais Zarma. Ah, tu t'as préparé la phrase. Template, tu vois les phrases que tu connais pas. Comment on dit Tu vois les phrases que les darons nous disent, etc. Que tu te reprends. Genre pareil, il y a des mots de zinzin, des phrases que je connais par cœur. Leur traduction, je pourrais les dire. Genre, tu vois. En vrai, c'est ça. Je la comprends la langue. Et je la parle, en fait je la chante déjà, c'est grâce à la musique que je sais la chanter. Ça veut dire que c'est quand je peux chanter des chansons en arabe, des fois il y a des gens qui disent bah en fait tu parles, tu vois, alors que tu vas me demander après de faire une conversation, je vais commencer à mettre tes mots français partout. mais ouais, c'est un truc, j'ai toujours eu honte quand j'étais petit. C'est un truc dont c'est toujours où j'en ai toujours voulu à mes darons ne pas me l'avoir appris. Et mon père me l'a pas appris pour. Enfin, j'ai apprécié ça aussi parce que ça lui a pas plu mon père quand il a entendu cette phrase. C'est pas quelque chose qui est vrai par rapport à moi. Ouais. C'est un truc qui est plus générationnel. Dans le sens, je connais beaucoup de gens, leur père et leurs parents, ils voulaient pas leur apprendre l'arabe, même pas trop qui ramènent des amis rebeux, tu vois, qui se mélangent mieux, tu vois, qui fassent pas de vagues parce qu'ils avaient cette... C'est terrifiant, mais vrai. C'est terrifiant, mais je trouvais ça trop important d'en parler, tu vois, parce que au final, même quand je parle de brouillon, même si je parle de moi, il y a plein de trucs qui se rapprochent, enfin, que j'ai vécu, que je vois vivre chez les autres, tu vois, mais que je trouve important de témoigner aussi. Et combien de fois je l'ai entendu... En fait, j'ai l'impression que la génération d'avant, c'était la génération de la discrétion. C'est la génération de... Faiza Again, elle le disait dans un livre, tu vois, la discrétion. De ouf. Le fait de pas faire de vagues, ah là on vient d'arriver, on va essayer d'être discret pour que les gens nous laissent tranquilles et nous embêtent pas. Alors que nous, notre génération... On s'affirme beaucoup plus. J'espère qu'on s'affirmera encore plus, tu vois. Que c'est vers ça qu'on va. C'est de se dire non, on vient d'une culture différente, mais c'est cool, c'est frais. Et même, vous êtes les bienvenus. Tu vois, moi, je trouve ça cool aussi dans la musique, c'est que, ok, on représente des gens qui nous ressemblent, mais c'est aussi bien de montrer aux autres qui connaissent pas cette culture à quel point elle est cool. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Daniel, merci ça m'a fait beaucoup plaisir de discuter avec toi. Je pense que tu t'en doutes, mais je suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as pu dire pendant l'interview et de façon générale dans ta musique. Ça fait grave plaisir en tout cas d'avoir... C'était Daniel pour Rap Politique avec le béret en légende.